Ce premier semestre boursier qui restera comme l'un des pires des plus noirs, l'un des pires depuis 20 ans, quasiment pour toutes les bourses mondiales, 20% de baisse, 30% pour le Nasdaq sur 6 mois, 17% pour le CAC 40. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores pour RF Research. On a des bourses mondiales qui plongent, même si évidemment il y a un rebond aujourd'hui qui est tenté. Mais aucun rebond n'a tenu jusqu'à présent. On a des investisseurs qui sont tétanisés par ces craintes de récession sur fond d'inflation qui est toujours pour l'instant galopante. Est-ce que le bear market, est-ce qu'il n'est pas terminé? Je sais que c'est dur de répondre à cette question, mais après... Je ne vais pas vous dire que c'est une question facile, hein, non. Mais voilà, je pense qu'on peut avoir une sorte de parenthèse. Le bear market, j'ai quand même l'impression que c'est une vision un peu plus long terme qui vient du changement profond de l'environnement d'inflation et de taux d'intérêt, de l'arrêt des politiques de liquidité des banques centrales. Donc on ne peut pas se permettre de minimiser l'impact et le changement qui en découle. Il n'en reste pas moins, on le voit ces derniers temps, des anticipations de récession galopent, vont très vite. L'inflation ne se stabilise pas, mais de plus en plus, l'analyse et les derniers chiffres montrent clairement qu'on a affaire de plus en plus à un phénomène extérieur et pas tant endogène. C'était la grande crainte, rappelez-vous, il y a quelques mois, que s'enclenchent des mécanismes de propagation, notamment ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, les salaires, etc. Et les dernières statistiques, que ce soit d'Europe d'ailleurs ou des États-Unis, montrent bien qu'il n'y a pas vraiment d'effet de second tour. Il y en a forcément, et heureusement, parce que sinon, ce serait encore plus douloureux pour l'économie. Exactement. Mais finalement, il n'y a pas de dynamique de second tour, ce qui fait que les prévisions d'inflation commencent à être un petit peu révisées à la baisse. Si vous avez noté, depuis 2 semaines, les anticipations des marchés d'inflation sur les marchés, donc les marchés indexés, les obligations indexées à l'inflation, revoient complètement les perspectives à 5, 10 et au-delà, les perspectives de long terme d'inflation, parce qu'effectivement, on sent bien que le choc de demande est tel que finalement, il est en train d'étouffer les effets de second tour. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, à force de remonter les taux d'intérêt, même si finalement, on est juste au début d'un processus qui est censé aller beaucoup plus loin. Il y a moins de liquidités, les perspectives de demande se détériorent et les prix des matières premières se sont retournés. Ils se sont retournés depuis 2-3 semaines, ça va vite, y compris sur l'alimentaire. Surtout sur les métaux, moi j'ai vu les métaux. Mais les métaux, ça fait presque 3 mois que finalement on a basculé. Qu'est-ce qui a baissé? Donc les métaux, le pétrole on est quand même à 110, 115 $, on va dire que c'est beaucoup baissé. Alors le pétrole est la zone d'incertitude. On voit bien graphiquement que c'est en train de tourner, mais bien évidemment, on est en terrain extrêmement instable. Qu'est-ce qui a baissé en prix des matières premières, en cours des matières premières? Tous les métaux industriels, tous en fait. Dans cuivre, zinc, minerais chinois, tout, zinc. 30% quasiment. Voilà. Et c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle, incontestablement. On voit dans les enquêtes, la dernière en date, l'ISM Manufacturier aux États-Unis, les prix payés par les entreprises, l'opinion sur les prix payés est en train de refluer, les délais de livraison sont en train de reculer également, ce qui montre à la fois qu'il y a moins de tension sur les prix, les marchés de matières premières, mais également qu'il y a moins de demandes probablement, donc des signes de moindre inflation sous-jacente en même temps que moins d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on observe ou on essaye d'imaginer ce que pourraient faire les banques centrales, quand même le sentiment qu'elles ne vont pas pouvoir faire ce qu'elles nous disent. C'est ça, tout l'enjeu. Et je dirais même plus, c'est à partir de quand est-ce qu'elles changent leur fusil d'épaule? Elles ne pourront pas parce que remonter les taux d'intérêt, par exemple, au-delà de 3%, comme l'envisage la Fed, voire bien au-delà, ce serait dramatique pour l'économie américaine, au point où on en est. C'est-à-dire on a le sentiment que Jérôme Powell est prêt à accepter, pour terrasser l'inflation, peut-être une stagnation, voire une récession aux États-Unis. Oui. Dans les discours qu'il a pu avoir la semaine dernière au Portugal, il dit quand même que le pire des scénarios, c'est de laisser l'inflation filer. Exactement, et n'importe quel banquier central ne peut avoir que ce discours-là, parce qu'effectivement, il en va de sa crédibilité. Et sauf que le jour où effectivement la récession est enclenchée, où le marché de l'emploi, on le verra vendredi, sans doute commence à donner de vrais signes de faiblesse, et où potentiellement,
ça c'est peut-être pas pour vendredi, pas pour celui-là en tout cas, le taux de chômage commence à remonter, alors reviennent dans la balance effectivement les risques de récession qui forcément vont pondérer l'action de la Fed. Alors pour l'instant, il est hors de question même de les évoquer parce qu'on voit bien qu'il y a encore énormément de liquidités sur les marchés internationaux et dès qu'on imagine que les banques centrales pourraient baisser la garde, finalement, vous voyez ce qui se passe sur les marchés futurs, notamment de matières premières. Donc il est important qu'elles gardent effectivement cette vigilance du discours. En même temps, il est assez irréaliste qu'elles poursuivent effectivement à une cadence aussi forte les hausses de taux. Et là, je parle de la Fed, puisqu'en Europe, on n'a pas encore commencé. Donc les scénarios possibles, encore une fois, boursièrement, parce qu'on se dit après un premier semestre qui est aussi calamiteux, dis donc voilà, est-ce que certains vont dire mais le plongeon peut se poursuivre, puis d'autres vont dire ouais mais peut-être qu'il y aura un rebond. Et en même temps c'est intéressant, le comité européen du risque systémique rappelle que ça peut aussi continuer à plonger davantage même après 20% de baisse. Rien ne dit que ça va reprendre, il n'y a pas de rebond mécanique à attendre. Il n'y a pas de rebond mécanique et ce qui va se jouer là, c'est d'un côté l'apaisement des inquiétudes probablement en matière d'inflation. L'idée qu'on était parti vers une inflation galopante qui n'allait jamais s'arrêter, là, est en train quand même sérieusement d'être révisée. Potentiellement un changement de communication des banques centrales, sans aller forcément jusqu'à encore un arrêt des hausses de taux, encore que c'est notre scénario à nous, mais bon. Et puis, face de ça, la récession. Ça pourrait être un bon cru. On peut imaginer un meilleur cru au second semestre qu'au premier, au vu de ce qu'on a dit là. S'il y a point d'inflexion sur l'inflation, s'il y a changement de braquet d'épaule de la part des banques centrales, on peut avoir une respiration effectivement par rapport aux craintes majeures. Et même s'il y a récession, parce que les récessions dit baisse des profits. C'est la typologie de la récession ou l'ampleur de la récession, au sujet de laquelle, aux États-Unis surtout pour l'instant, parce qu'en Europe, on n'est pas encore en récession. Mais vous pouvez avoir également un apaisement des craintes d'inflation, des banques centrales qui lâchent un peu le pied, et puis une économie chinoise qui reparte un petit peu d'impulsion au niveau de l'industrie internationale, un contexte un peu meilleur en termes de pouvoir d'achat, et donc finalement une récession qui ne soit pas aussi inquiétante que cela. Et dans ce contexte-là, possiblement, on peut avoir une fenêtre d'ouverture. Pourquoi une fenêtre ? Parce que bien évidemment que si ça repart trop vite, les banques centrales vont revenir très vite derrière, grossir à nouveau, parce que je pense qu'on n'a pas les moyens effectivement d'avoir une reprise économique conjoncturelle mondiale sans tension à nouveau très importante sur les prix. Donc on est un peu... Mais vous avez raison. Donc il y aura peut-être un stop and go monétaire quelque part, à vous écouter. Oui, non, je pense qu'on est plutôt dans l'exercice du fine-tuning, ce fameux ajustement en finesse d'un changement d'environnement monétaire. Il faut qu'il se fasse dans la finesse, de manière graduelle, parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous à peu près la conviction que le niveau d'équilibre des taux d'intérêt ne correspond pas au niveau actuel. Il sera plus haut. Sauf que pour aller plus haut, compte tenu d'où on vient, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps, il faut également sans doute accepter un peu d'inflation sous-jacente, parce que sinon nos économies vont plonger. Et donc voilà, l'équilibre est très difficile à trouver. Il risque d'être menacé à tout moment par des problématiques géopolitiques, la Russie, les embargos possibles et les ruptures d'approvisionnement. La question du gaz est une vraie question pour cet hiver, bien évidemment. Mais il y a un chemin qui n'est pas forcément, comme on dit, le pire n'est jamais certain. Donc il y a cette possibilité. En dehors de cela, gardons quand même en tête l'image de moyen terme, qu'on a affaire à une rupture fondamentale du contexte monétaire. Finalement, depuis le milieu des années 90, on avait de moins en moins d'inflation et de plus en plus de liquidités. Tout ça est en train de disparaître. Et ça a un coût, bien évidemment, sur le prix d'actifs. Mais ce n'est pas forcément un coût qui provoque un crack. Ça peut, en fonction d'une combinaison qui pourrait être malvenue à un moment donné. Donc rien ne dit que le second semestre sera du même acabit que le premier, boursièrement. Sur le fond, oui. Sur le fond, oui, mais je pense avec moins d'intensité, moins de baisse et peut-être effectivement des petites ouvertures de récupération. Mais je ne vais pas vous dire qu'à 5009, le CAC est à son niveau d'équilibre compte tenu de cet environnement. Je pense qu'on a probablement dans le tuyau effectivement des baisses encore à venir. Je serais plus confortable avec un CAC à 5003, voilà, pour tout vous dire, sans forcément avoir les moyens de prédire qu'on va là. Mais incontestablement, ça me paraît très tôt pour envisager des stratégies de rentrée, d'achat agressif. Maintenant, il y a des rotations sectorielles qui sont très importantes parce que prenez le thème des values, qui a été très porteur, notamment avec la hausse des perspectives d'inflation de moyen long terme. Celui-ci va être mis
entre parenthèses, et probablement que les secteurs de croissance vont retirer un peu mieux leur épingle du jeu. Mais tout ceci est dans l'épaisseur du trait, ça ne permet certainement pas d'avoir une stratégie offensive d'investissement, mais voilà, de s'en sortir un peu mieux. Dernière question, Véronique, est-ce que les marchés boursiers, ou pas d'ailleurs, ont anticipé des baisses de profits si justement l'économie mondiale devait tomber en récession? Parce qu'après, évidemment, tout dépend, vous le disiez, du degré de correction de l'activité. Exactement, et cette récession, on la sent bien. En même temps, elle n'a rien de classique. Vous me direz, il n'y a pas deux récessions qui se ressemblent et qui sont prêts. Mais il n'y a pas eu une accumulation telle, sauf dans les stocks quand même, les stocks des entreprises ces derniers temps, qui, pour dire, voilà, ça va être une récession monstrueuse. En fait, on a un vecteur financier qu'on ne mesure pas bien, qui est le principal risque, mais du point de vue cyclique de l'activité, il n'y a pas non plus de quoi alimenter une récession extraordinaire. En revanche, effectivement, la grande question, c'est jusqu'où la baisse des profits des entreprises. Pour l'instant, ils n'ont pas baissé d'ailleurs. Et parce que ça va effectivement avoir un effet sur l'investissement des entreprises, et on peut renouer avec un cycle correctif, avec une correction plus importante. Pour l'instant, je dirais qu'en dehors du risque financier, on n'a pas de raison de redouter une récession extraordinairement puissante. Mais voilà, il y a on les connaît, des points de sensibilité, l'immobilier par exemple, une hausse des taux qui irait un petit peu trop vite, trop haut, et pourrait faire beaucoup plus de mal. Aux États-Unis, pas seulement, mais c'est effectivement le marché ou l'économie sur laquelle ce contexte a le plus d'influence. Allez, merci beaucoup. Explication signée Véronique Rich-Flores, économiste, présidente du cabinet RF Research. Merci, bel été à vous. David. Bye.